Les semaines s'enchaînent avec vous, Diego Arrabal, Philippe Noni, bonjour. Bonjour Philippe Bonjour Subercaz. Philippe, bonjour Diego Philippe. Arrabal. Voilà. Voilà, alors, Et les semaines s'enchaînent. S'enchaîne, exactement, oui. Bravo, Mais il est en forme, Diego, ces dernières semaines. Il nous fait des jeux de mots. Et puis en plus, aujourd'hui, il est tout heureux. Je ne sais pas si vous l'avez. Guilleret, dès qu'il présente un polar, dès que c'est un policier, dès qu'il y a un peu d'hémoglobine. Vous savez, il y a Obélix et la potion magique, et puis il y a Diego Arrabal, et puis les polars. Les polars, c'est sa potion magique à lui. Et alors, je crois qu'en plus, aujourd'hui, on va parler de ce qu'il aime, et dans une très très belle ville. Je crois que c'est la ville rose, hein, ou pas. Exactement, c'est dans la ville rose que cela se déroule. Ça s'appelle Divin Toulouse de Luis Alfredo que nous recevons et qui est en face de moi dans ce studio. Bonjour Luis. Bonjour. Bonjour Luis. Et puis donc on va faire comme on a l'habitude de faire, hein, ne jamais transgresser les habitudes. Donc Louis, je vais vous lire une petite chronique que j'ai écrite. J'ai cru que vous alliez dire, je vais vous demander de vous taire pour lire ma chronique. J'ai cru que vous alliez dire ça, non, Diego. C'est promis, je me tais. Mais vous avez le droit d'intervenir. Vous aurez le droit surtout de réagir à la suite. Je crois qu'il s'adressait à Philippe Noni. Allez, Divin Toulouse de Luis Alfredo. Mais pourquoi Juan Nadal, détective privé de son état, a-t-il délaissé ses enquêtes peinardes d'adultère pour accepter la mission que lui confie Hugues Vic, compagnon d'un homme qui vient d'être victime d'une bande de psychopathes? Cette bande qui se fait nommer Groupe du Divin Marquis et sévit tous les mardis soirs à Toulouse. Car cette enquête, en marge de celle que mène la police, va s'avérer plus délicate et dangereuse que celle qui constitue le quotidien du détective. De proxénètes en prostituées, de grands bourgeois à petits caïds, les suspects et les pistes ne manquent pas. Dans ce troisième roman, Luis Alfredo se coule avec aisance dans le moule du roman noir, dévoilant les coulisses les plus grises et malodorantes de la ville rose. Ici, foin de lumière dorée, de pastels délicats ou de palais de briques roses. Au contraire, nous suivons Juan Nadal dans les bas-fonds dignes des meilleurs auteurs américains. Tout y est. Le détective solitaire est porté sur la bouteille, le bourbon notamment, les méchants sans état d'âme, les âmes féminines en danger et surtout, les trompe-l'œil et fausses pistes qui torturent autant les méninges de Juan que celles de ses lecteurs. En conclusion, un très bon roman, truculent et jouissif. Divin Toulouse de Luis Alfredo, édition Kern, collection du Noir au Sud. Bonjour Luis. Bonjour. Donc j'ai le plaisir de vous recevoir. Alors, petite réaction, vous allez me taper dessus, vous allez sortir le flingue? Non, c'était très bien. Surtout l'allusion au roman américain, c'était parfait. Je peux en refaire un peu, ça sera encore mieux. Mais c'est vrai qu'on retrouve dans votre roman, on retrouve là tous les ingrédients du roman classique noir américain, avec les pépés, les méchants, patibulaires, les caïds, les bas-fonds. Et c'est vrai que vous nous invitez dans un Toulouse qu'on imagine mal, parce que c'est vrai que Toulouse, on imagine bien la ville rose, ces beaux palais de pasteliers, etc. Mais on a du mal à projeter sur les zones les plus pauvres et les plus perdues de cette ville qui n'est pas que rose. Non, elle n'est pas que rose. Elle peut être peut-être pas sanglante, mais bon, c'est une ville qui connaît beaucoup de problèmes, une ville où la misère existe, où les quartiers sont délaissés, où l'urbanisme a été conçu il y a longtemps de façon à expulser une certaine population. Bon, c'est une ville comme une autre ville. Hein. Toutes les villes connaissent ce genre de problème. Tarbes aussi connaît ce genre de problème. Et le polar n'est pas que ça, mais il est aussi fait pour rendre compte, ou du moins pointer ce genre de situation. Maintenant, c'est un Toulouse imaginaire, hein, c'est pas le Toulouse. On peut aller à Toulouse tranquillement, on risque pas d'être égorgé. Enfin, j'espère. Oui, j'espère aussi. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que on aurait pu imaginer traiter
ce roman dans les quartiers, entre guillemets, de Toulouse, c'est-à-dire ces barres d'immeubles modernes, etc., dans lesquels s'entasse une population déclassée aujourd'hui. Et oublier que, en fait, ces barres d'immeubles qui aujourd'hui sont déclassées, il y a quelque chose d'autre qui s'est déclassé et qui est classique dans dans toutes les grandes villes, même Tarbes qui est une ville moyenne, c'est classique dans toutes les grandes villes. C'est cet abandon d'une partie du centre-ville. Oui. Qui est devenu, comme aux États-Unis, les downtown aux États-Unis, c'est vraiment la zone, quoi. Ouais. C'est quasiment des zones de guerre. Donc, en Europe, et notamment en France, on voit bien que ces centres-villes sont aussi à la fois en situation de perdition, en situation d'abandon, et aussi, ça aiguise des appétits. Oui, c'est le centre-ville de Toulouse. Certains quartiers, maintenant, ça a peut-être un peu été modifié, mais certains quartiers étaient à l'abandon, étaient en ruine, oui, miséreux. Pas donnés, mais les quartiers dont il est question ici, c'était les quartiers de prostitution. C'était les quartiers où, quand dans les bars, il y avait les mecs qui surveillaient, etc., etc. Et qui sont devenus, je crois, là je m'avance peut-être un peu, qui à un moment donné sont devenus des enjeux financiers. C'est-à-dire l'enjeu de la rénovation de la ville, expulsion de la misère en la cachant. Il est quand même assez frappant qu'à Toulouse, le quartier de la prostitution, qui était le quartier Bayard, Belfort, etc., puis le quartier de la prostitution homosexuelle qui allait vers la place Arnaud-Bernard, ont été vidés. Il y a eu des décrets qui ont interdit. Et tous ces gens-là se sont retrouvés à la périphérie. Alors, je ne connais plus les noms des quartiers de la périphérie, posant de nouveaux problèmes aux gens, aux riverains qui vivaient paisiblement. Donc, c'est cette espèce de choses que j'essaie tout modestement, sur un ton amusant, j'espère. C'est pas non plus une thèse sociologique ou politique ou quoi que ce soit. Non. C'est juste une distraction que j'essaie malgré tout de pointer. Et au centre de l'intrigue, c'est ce problème qui est là. Bon, après, mais c'est une des fonctions. Le connaissent. Ouais. Disons que c'est aussi une des fonctions du roman noir et du roman policier, c'est de poser le doigt là où ça fait mal et de mettre en évidence des problèmes de société d'une façon qui soit moins, je dirais, difficile à comprendre que ne le sont les travaux de sociologie, etc. Philippe Subercaz a une question. Oui, pourquoi Toulouse, du coup qu'est-ce qui vous a fait choisir cette ville ? Parce que j'ai longtemps habité à Toulouse, oui. Et que l'idée du roman et même sa première écriture remonte à l'époque où j'habitais Toulouse. Et là, c'était vraiment une époque où c'était ce que je viens de dire sur la misère du centre-ville, l'abandon. C'était vraiment visible. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas parce que les opérations de rénovation, les opérations financières sont passées. Certainement, elles n'ont pas toutes été très propres. Très propres, mais et d'autres ont été très, très propres aussi. Quoi. Il y a sûrement de tout. Hein. Mais bon, le polar est là pour appuyer, oui, sur ce qui fait mal, sur ce qui gratte. Oui. Mais oui. Enfin, il est là. Oui. Certains polars sont là pour ça. Oui, en règle générale, quand même, le fond du fonctionnement d'un polar ou d'un roman noir, c'est bien de lever le voile sur ces choses auxquelles on ne veut pas prêter attention et où on détourne souvent le regard. Donc c'est aussi de forcer à regarder des réalités que, en règle générale, on essaye d'oublier ou d'éviter. Du coup, lorsque vous écrivez un tel, vous partez d'un fait divers, de quelque chose de réel, et après vous brodez, ou alors vous avez entièrement tout imaginé ? Non, j'ai tout imaginé. Restons calmes. Il n'y a pas de groupe divin marqué à Toulouse. C'est-à-dire que Philippe Subercaz doit partir tout à l'heure à Toulouse. Donc, je pense qu'il voulait savoir s'il annule son voyage. J'ai eu ma fille pendant 3 ans là-bas. Voilà. Pour ses études. Tranquille. Si vous restez dans les quartiers propres, je pense qu'il ne se passera rien. Paisible. Oui. Alors vous décrivez quand même une galerie de personnages. Alors bien sûr, vous mettez au premier plan un détective privé qui va commettre une énorme entorse par rapport à
je dirais, la mission d'un détective privé en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais qui est le cas en France. Je veux dire, le détective privé en France, il s'occupe de quoi? Il s'occupe de rechercher des personnes qui ont disparu, il va s'occuper énormément d'adultères, et encore, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu moins, parce que les conditions de divorce ayant bien évolué, il est moins important d'établir des flagrances. Oui, de choper le mec voilà. avec la fille. Voilà, c'est déjà moins le cas. Donc ça a dû mettre un sacré coup d'arrêt, les différentes lois. C'est un problème d'emploi. Oui, il y a un problème d'emploi par rapport à ça. Mais votre détective, il va se lancer dans quelque chose qui le met en danger réellement, puisqu'il va accepter la mission du compagnon d'un des personnages qui est agressé. Il va accepter de faire la lumière sur les raisons et sur l'identité du groupe qui a agressé son compagnon. Oui. Et alors, comment on passe de simple détective privé qui planque pour trouver le mari, ou du moins pour prouver le fait que le mari ou la femme est volage, à un policier, parce que là, on est vraiment dans le policier, quoi. Oui, c'est un personnage imaginaire, donc... vous n'avez pas testé vous-même? Non, je n'ai pas testé, je n'ai pas planqué, je ne prends pas de risques. On supprimera ça de la radio, si jamais vous pouvez nous le dire. Là, Non. On le supprimera avant de passer à l'antenne. C'est pas la peine de m'appeler, je n'ai aucune compétence en matière de filature. Dès la première filature, je me fais choper, il n'y a pas de problème. Non, c'est un personnage imaginaire. Bon, l'idée, c'était que la police... mettre un policier, il y a tout un tas de procédures, de réalités que j'ignore, qu'il faut chercher. Bon, c'était un peu fastidieux. Le personnage du détective me paraissait plus simple à traiter. Oui. Dans les romans noirs, qu'ils soient américains ou n'importe quel, je ne pense pas que les détectives qui sont mis en mouvement soient vraiment les détectives tels qu'ils sont dans la réalité, tels qu'ils se comportent dans la réalité. Bon, en France, encore moins. Bon. Et puis, surtout, ce personnage, c'est surtout, disons, un petit imbécile, un petit prétentieux, qui se lance dans une aventure sans trop savoir où il met les pieds et qui va se faire manipuler... pendant un long moment. Et il va se faire manipuler non seulement par une belle dame, mais il va se faire manipuler aussi par un ami, un policier, etc. Donc on est là dans un jeu de dupes du début à la fin. Tout à fait, oui. Ouais. C'est un personnage. Quoi. Ouais. Et vous avez pris du plaisir à construire ce personnage-là ? Oui, mais il n'était pas comme ça au début, il était un peu moins... Mais à la fin, oui, j'aime bien... Il fallait qu'il reste un peu humoristique, quoi, qu'il soit une touche d'humour, comme pouvait l'être... comment il s'appelle Nestor Burma. Oui, Lenny Cochonne. Enfin, il y a toujours de la légèreté, même. Il y a toujours cet aspect de légèreté, et puis peut-être même un peu d'ironie sur le personnage. Oui, me semble. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette intrigue-là particulière ? Vous êtes parti d'un fait divers ? Vous êtes parti... Non, la première idée, c'était l'idée du corbillard, quoi. Et puis, je me souviens plus très bien, mais j'avais une idée, mais c'est un écrivain que, au début, jusqu'à la moitié de l'écriture, je ne savais pas qui était le coupable. D'accord. Et c'est à la moitié de l'écriture, je me suis dit, bon, là, il y a un personnage qui est intervenu, il faudrait le faire revenir, sinon c'est ridicule de l'avoir fait intervenir. Et donc, ça m'a donné un peu la solution. Voilà, je fonctionne sur une vague idée, et après, j'essaie de construire. Mais bon. C'est-à-dire que vous n'avez pas un scénario qui est construit avec 10 chapitres, 15 chapitres, 20 chapitres, en disant dans chaque chapitre, je vais avoir telle chose qui se passe, tel ressort, etc. Il n'y a pas un pré-scénario qui est écrit, comme le font d'ailleurs certains auteurs de polars. Je pense à quelqu'un, par exemple, comme Gilles Vincent, qui, lorsqu'il écrit effectivement des polars, définit le nombre de chapitres,
écrit ensuite ce qu'il se déroule dans chacun des chapitres. Donc fait une sorte un peu de petit scénario. Oui, et puis après, scénario. il écrit chacun des chapitres, avec succès d'ailleurs, il faut bien le dire, quand on voit aujourd'hui, puisqu'il est publié au Diable Vauvert notamment, chez Inuit et surtout au Diable Vauvert, qui est une belle petite maison d'édition. Voilà, vous en fait, vous partez et vous trouvez au fur et à mesure votre coupable. Oui, c'est pas aussi net que ça. Disons que j'ai une idée. Je me dis ça va être ça, mais j'ai pas un plan préétabli. Et dans l'écriture, ça peut changer d'orientation. Bon, pour plaisanter, j'aime bien que la muse se pose sur mon épaule, se penche et me murmure à l'oreille des mots doux, donc un peu sanglants. Voilà. Non mais. C'est ça qui est vraiment étonnant. Moi, j'ai toujours pensé que lorsqu'on écrivait un polar ou un policier, on partait de la fin et on rembobinait pour expliquer. Ouais. Et que c'était vraiment le. C'est l'image que l'on a, oui. Ouais, et c'est étonnant de dire, ben voilà, je pars, je sais même pas moi-même qui écrit le livre, je ne sais pas qui est le meurtrier. C'est vrai que je vais le découvrir. Moi, je suis comme vous, Philippe Subercas, parce que moi, j'écris pas de polar et je pensais effectivement que tous les auteurs de polar partait effectivement et rembobiné, partait effectivement de la fin. Juste pour dire que vous êtes bien, si vous prenez l'antenne sur Présence d'un jour un livre, un auteur, que l'on accueille Luis Alfredo pour son polar Divin Toulouse dans la très belle collection du Noir au Sud chez les éditions Kern. Et puisque vous avez le roman entre les mains, mon cher ami, est-ce que vous voudriez bien nous lire c'est bien parce que c'est vous. 43. C'est bien. J'ai oublié les lunettes en plus parce que bon, avec l'âge maintenant. Sinon, je le lis, mais c'est simplement je profite de votre présence et de votre belle voix. Page 43. Voilà, c'est chapitre 3. Vautré dans un fauteuil, une tasse de café froid à la main, une cigarette à la bouche, dans le silence du petit matin, j'observais le ciel pâlir. Derrière la masse épaisse des nuages laiteux, avec, aux incrustations grises, le soleil hivernal se levait sur la ville. Une nouvelle journée s'annonçait. Assailli par une multitude de questions, je n'avais quasiment pas dormi de la nuit. Des heures durant, j'avais fumé cigarette sur cigarette, cherchant désespérément à ordonner mes idées. J'écrasais mon mégot dans le cendrier, puis, grimaçant de dégoût, j'attrapais la feuille de papier posée sur la table basse. Je relus attentivement les notes que j'y avais inscrites et qui résumaient l'état de mon enquête. Je ne savais rien. Je n'avais rien découvert. Je ne possédais pas le moindre indice, pas la moindre piste. Rageusement, je froissai la feuille et la balançai sur la moquette. Je me redressai d'un geste brusque, puis, après m'être étiré, gagnai la salle de bain. Je restai une dizaine de minutes sous la douche, immobile, tentant de vider mon esprit, d'oublier le groupe d'Yvain Marquis, Michel Covès et son ami. De retour dans le salon, je m'assis dans un fauteuil face à la baie vitrée. Le jour s'était entièrement levé. Sa pâle lumière se déversait dans la pièce, l'engloutissant dans un halo triste et cafardeux. Saccager un cimetière, une église, pendre une fille par les pieds et lui vitrioler les fesses, crucifier un travesti, assassiner une vieille femme, dans le seul but d'offrir le spectacle de son cadavre dénudé à la foule. D'où pouvait naître un tel délire, en dehors de cerveaux malades? J'enflammai une cigarette. Profanation, vitriolage, crucifixion, meurtre. J'étais désarmé, impuissant, face à cette bande de psychopathes, émules du marquis de Sade. Des émules qui cherchent à se surpasser et que guident ces idées de sacrilège, de gradation dans l'horreur, de mise en scène de la cruauté. Subitement, la réalité s'imposa. Profanation, vitriolage, crucifixion, meurtre. Depuis le début, depuis qu'Hugues Vic m'avait engagé, j'avais été obnubilé par cette progression terrifiante. J'avais tenté de deviner quelle monstruosité le groupe d'Yvain Marquis inscrirait après les points de suspension, espérant ainsi le devancer et le démasquer. Cette démarche était non seulement vaine et paralysante, mais surtout, elle soustrayait au regard l'essentiel. Profanation, vitriolage, crucifixion, assassinat, massacre. À cette énumération, une autre, latente, venait de s'imposer à moi. Tout d'un coup, il vient de
il vient de remarquer quelque chose, ce brave détective. C'est que ça voilà, puis là, on s'arrête. Il faut que le lecteur, maintenant, il le découvrir. Hein. Absolument. Donc, je serai silencieux. Jean-Philippe Supercaz. Je vais m'adresser aux deux, parce que tous les deux, à Diego Arrabal et à l'auteur, vous qui écrivez des polars, des polars oui. ou des policiers. Bon, bien sûr, il y a toujours le policier ou le détective. On connaît très peu, en fait, hein, ce métier de détective. Vous savez le nombre de détectives qu'il y a en France, et parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. Moi, vous avez droit à deux jokers, Louis. Vous le savez dans cette émission. Vous allez sur les pages jaunes, je pense qu'on les trouve. Ah bon ? Oui. En revanche, c'est une profession qui est très encadrée en France. Oui, contrairement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, elle est aussi très encadrée. C'est une profession qui est très encadrée. Qu'est-ce que vous appelez encadré ? C'est-à-dire qu'il y a des textes de loi qui précisent ce qu'ils ont le droit de faire, quel type d'enquête ils ont le droit de faire, quelles enquêtes ils ne peuvent pas. Aux États-Unis, c'est un peu différent dans le sens où le fonctionnement de la justice américaine est une justice à charge. C'est-à-dire que les enquêteurs travaillent sous les ordres du procureur, ce qui est aussi aujourd'hui devenu le cas en France, hein. Mais aux États-Unis, ils travaillent sous les ordres du procureur et leur objectif, c'est de trouver les preuves contre la personne qu'ils incriminent. Et à charge pour les avocats de démonter le dossier, et donc les avocats vont pas faire l'enquête eux-mêmes, mais ils vont charger des personnes de faire ces enquêtes-là et donc de trouver les éléments à décharge, ce qui n'est le cas. Je veux dire, ça c'est le cas typique aux États-Unis. En Europe, en France notamment et au Royaume-Uni, il y a obligation de fonctionner à charge et à décharge pour l'inculpation. C'est-à-dire qu'en France, le juge d'instruction, il n'est pas chargé il est chargé d'instruire à charge et à décharge. C'est-à-dire qu'il doit trouver des éléments qui vont incriminer, mais il doit aussi trouver des éléments qui peuvent innocenter. Ouais. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et puis la semaine prochaine, puis j'ai quand même appris des choses sur ce métier un peu particulier et très secret des détectives. Ouais. C'est des détectives de fiction, ce qui me concerne. Et je sens la reconversion pour Philippe Supercaz. Non, moi en filature, je vais avoir du mal on va vite me repérer. Je crois qu'on est tous à ce stade-là.